en introduction de cette matinée, la sécurité est l'un des sujets forts d'actualité, donc de nombreux intervenants en ont parlé. On peut faire référence notamment à l'entrée en vigueur des RTS authentification forte, initialement prévue le 14 septembre, en lien avec la DSP2, mais avec des délais de transition qui sont prévus dans la plupart des pays, mais pas seulement. Il est important de se focaliser sur des enjeux de lutte contre la fraude et également sur la réglementation relative à la sécurité au sens plus général dans le secteur financier, aussi bien banque qu'assurance, et bien entendu les technologies émergentes qui vont participer au renforcement de la sécurisation des produits et services financiers. Donc pour démarrer cette table ronde, je vais proposer à chacun des intervenants de se présenter brièvement, donc nom, fonction, société. Donc on va peut-être commencer par Monsieur Gruet. Bonjour, merci Andrea. Donc Benoît Gruet, cofondateur de CDLK. On vient de souffler nos 6 bougies l'été dernier. On est éditeur de logiciels et opérateur de plateformes services dans le domaine de la transformation des données transactionnelles. Nos clients sont les banques. On les accompagne sur l'exploitation de la donnée transactionnelle à des fins de nouveaux services. Et à l'origine, notre produit phare est le programme de cashback qu'on opère pour LCL, Gros Agricole et d'autres enseignes dont je tairai le nom pour le moment. Et puis on a d'autres produits concernant les problématiques de partage d'informations avec les marchands. Voilà. Et avec une mantra, c'est exploiter la donnée transactionnelle, c'est d'abord de la rendre exploitable. Ça paraît idiot, mais c'est tout le sujet. Et en cela, la technologie Big Data, Machine Learning également, mais effectivement une technologie qui le permet aujourd'hui, qui ne le permettait pas forcément hier. Merci. À vous. Guillaume Vassoulière, donc moi je suis président fondateur de YesWuyak. Donc nous on est des experts en cybersécurité. On a un modèle très particulier puisqu'on travaille avec des chasseurs de failles, donc avec des chasseurs de vulnérabilité. On fédère 10 000 personnes dans le monde. Et en fait le principe est simple, c'est que nos clients font appel à nous avec des primes en fonction de la criticité du bug. Et le premier qui trouve, c'est le premier qui a la prime. Donc aujourd'hui, on travaille essentiellement avec le secteur bancaire, c'est un gros secteur. On a des bureaux en Suisse, en France et à Singapour. Et on a fait notamment, puisqu'on va parler, c'est aussi des acteurs qui sont liés, les assurances. On a fait une levée de fonds notamment avec CNP Assurance au mois de février de 4 millions. Et on est essentiellement présent sur l'Asie et l'Europe. Et on est utilisé par les ministères, par un peu tout le monde. C'est un peu la cybersécurité façon coopération avec la communauté des gentils hackers. Bonjour, Ronan Ardouin, je suis avocat dans un cabinet qui vient d'être créé depuis 1 semaine et demie, qui s'appelle Juriscom.lo. Avant ça, j'étais avocat en droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies dans un cabinet franco-belge qui s'appelait le cabinet Ulysse. J'ai eu le bonheur de faire des travaux de recherche pendant quelques années et d'obtenir un titre de docteur en droit. Et à côté de ça, je suis enseignant à Sciences Po Paris 1. Mon grand dada du moment est d'essayer de lutter contre l'opacité de la stratégie follow the money, si ça parle à certains d'entre vous. Merci. Donc un plateau très complémentaire. Donc avant d'aborder les différents enjeux qui sont liés à la sécurité, j'aimerais partir d'un constat et je me tourne vers le spécialiste de la sécurité que vous êtes. Quels sont les constats que vous dressez à date en matière de risques et de menaces sur toute la partie services financiers, donc banque et assurance? Quel est l'état des lieux? Alors, l'état des lieux, c'est qu'on sait que ces acteurs se digitalisent, donc il y a des nouveaux concepts qui sont en train d'arriver. Donc nous, on travaille beaucoup avec les fintech. Donc on voit qu'en fait, les acteurs plutôt historiques ont une dette technique. Donc au niveau agilité et au niveau transformation numérique, en ce moment, ils essayent. Et on voit à côté des acteurs comme Lemonway qui sont plutôt des gens qui ont l'habitude de maîtriser un peu mieux la technologie. Et notamment, on a 2 approches de la cybersécurité, qui est un acteur qui a une dette technique. Donc on voit qu'ils maîtrisent mieux ces risques, puisqu'ils ont beaucoup de budget quand même, ces acteurs-là. Et on voit la fintech qui commence à se poser les bonnes questions en matière de cybersécurité. Donc au final, le constat, c'est qu'on a de plus en plus de données, de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de flux financiers qui vont transiter, et du coup on a plus de risques.
obligatoirement. Les périmètres d'attaque pour quelqu'un de malveillant sont plus ouverts. Donc aujourd'hui, ça va du vol de mot de passe au phishing, à tout votre quotidien au final, hein, puisque vous êtes tous une cible. Donc ça, c'est, on va dire, le risque basique. Et puis après, on va avoir les attaques un peu plus ciblées qui vont cibler des services particulièrement type, là, on le voit avec les API qui vont arriver sur le DSP2, l'authentification forte. Donc ça va rajouter quand même de la sécurité. Là, il y a une obligation, mais on voit qu'au final, tous les acteurs ne sont pas prêts. Mais le risque est bien présent. Et on peut notamment citer un exemple qui est arrivé en juin, c'est que la Banque de France a piloté, comme on est en vue de la présidence du G7, de la France, la Banque de France a piloté en fait un exercice cyber avec l'ensemble des pays, donc une simulation d'attaque sur le secteur financier pour justement sensibiliser les acteurs et justement se prémunir de futures attaques. Merci. Si on se penche du côté de la réglementation, donc on a eu l'occasion lors des tables rondes précédentes de dresser un panorama assez vaste en termes réglementaires sur nos secteurs d'activité. Comment est-ce que la réglementation relative à ce secteur participe à la sécurisation de l'accès aux produits et services bancaires ? Alors, il faut refaire un petit retour historique et de voir qu'on a un vrai changement de paradigme qui est mis en place sur l'imputation des responsabilités. Historiquement, en France, on avait notamment la loi Godefrein qui venait sanctionner l'intrusion dans un système de traitement automatisé de données, le fameux STAD, et où on cherchait vraiment à responsabiliser l'auteur de l'attaque, l'auteur de l'intrusion, etc. On s'est aperçu qu'il y avait certaines difficultés à pouvoir retrouver ces personnes, et lorsqu'on pouvait les retrouver, soit on avait un problème comment dirais-je, de financement, de réparation, puisque les personnes n'étaient pas financièrement en capacité d'assumer leurs responsabilités, soit un problème d'exéquature d'une décision, puisque dès lors que l'on sort du cadre européen, c'est toujours très difficile d'aller faire appliquer une décision de justice en dehors du cadre européen. Et donc on a changé ce paradigme pour imputer la responsabilité non plus du fait de l'intrusion, mais du fait du défaut de sécurité du système. Donc aujourd'hui, la loi Godefrein est toujours en vigueur et elle fonctionne, elle s'applique, elle cherche toujours à s'appliquer, mais on va essayer de responsabiliser une personne en plus, et en général, c'est le dirigeant. Donc il faut faire très attention à toute la réglementation applicable en matière de sécurité, puisque la personne qui va être responsable aujourd'hui, dès lors qu'il y a un défaut de sécurité, ce sera le dirigeant ou la personne qui est mandatée par ce dirigeant pour supporter cette responsabilité. Donc faites attention aux délégations de pouvoir, mettez-les en place si vous êtes dirigeant, et si vous n'êtes pas dirigeant, faites attention quand on vous en propose une, parce que les risques peuvent être énormes. À partir de là, on met en place... Alors, ce qu'on nous vend aujourd'hui, c'est qu'on cherche à instaurer de la confiance. Le but premier n'est pas de responsabiliser. Et toute la législation qui est mise en place, c'est pour instaurer de la confiance. Le but n'est pas de taper, mais de prévenir. Donc on a tous un système de prévention qui est mis en place par 3 textes principalement, qui sont la DSP2, que vous connaissez tous, la directive Nice, et le fameux RGPD, GDPR, appelez-le comme vous voulez. Alors la DSP2, c'est assez simple, vous connaissez tout ça, c'est cette fameuse authentification forte. Et puis un des apports de la DSP2, c'est l'arrivée également des nouveaux entrants. Donc les agrégateurs de comptes notamment, et les initiateurs de paiement. Donc toute l'idée, c'est que tout ça s'interface et que tous ces services puissent coopérer les uns avec les autres en toute sécurité. Donc l'apport de la DSP2, c'est de mettre en place justement ces fameux Regulatory Technical Standards, les RTS, pour pouvoir avoir des standards communs à tous ces utilisateurs pour justement garantir cette sécurité et que tout le monde s'entende sur un même standard. Un des gros apports du moment, c'est la fameuse directive Nice pour Network and Information Security. La grande innovation de cette directive, c'est d'obliger ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels à sécuriser leur système d'information. D'accord ? Donc là, on n'est pas sur le système sur la sécurisation de la donnée en elle-même, mais
sur l'ensemble du système. Tout ça s'applique à ce qu'on appelle ces fameux opérateurs de services essentiels. Alors, il y a tout un critère pour savoir, tout un tas de critères pour savoir si on est opérateur de services essentiels. Les banques en font partie, ça ne fait à peu près aucun doute, enfin ça ne fait aucun doute. Donc l'idée, c'est de mettre en place justement tout un tas de mesures qui vont permettre de sécuriser son système d'information. Tout ça est chapeauté bien évidemment par l'ANSSI en France et également par la mise en place de comités européens. On y reviendra peut-être un petit peu après si vous voulez savoir comment est-ce qu'on est opérateur de services ou pas, de services essentiels. Et bien évidemment, il y a le fameux RGPD. Donc j'entendais tout à l'heure, ce serait bien que les banques se mettent en conformité, ce serait un argument commercial, etc. Ouais, c'est clair. Ce qui est clair également, c'est qu'elles ont tout intérêt, en termes de responsabilité, à mettre en place les préconisations qui sont demandées par le GDPR, par le GDPR, oui, et par la CNIL, parce que le défaut de conformité, ça peut être 4% du chiffre d'affaires monde. Donc c'est des sanctions qui peuvent être énormes et donc on a vraiment une inversion du paradigme. Donc ça c'est sur la version, sur le volet prévention, je dirais, de l'incident. On va chercher à prévenir de l'incident. Qu'est-ce qui se passe si l'incident a lieu? Eh bien là on a toute une série de réglementations sur la réparation de l'incident. Alors comment est-ce qu'elle s'effectue? Vous avez déjà une obligation de notifier dès lors que vous avez connaissance d'un incident, de notifier aux autorités. Alors ça va être la CNIL, ça va être la CPR, etc., pour pouvoir justement faire identifier cette faille et que dans certains cas, les services de l'ANSSI puissent venir identifier, vous avez aussi une obligation d'être audité, puissent venir identifier cette faille en auditant votre système d'information et en essayant d'y apporter une réponse globale à tous les acteurs. Merci. Donc, je me tourne vers Benoît Gruet. Au niveau du panorama qui a été décrit sur les risques et menaces existantes et sur la réglementation en cours qui va forcément avoir un impact en termes de sécurité, comment est-ce qu'un acteur comme CDLK travaille sur tous ces sujets ? Et comment vous comptez faire évoluer justement votre politique de sécurité en lien avec toute cette nouvelle donne marché, que ce soit en termes de recrutement, en termes d'accompagnement des collaborateurs? Quelles sont les mesures que vous comptez mettre en œuvre? Alors, petite différence avec mes camarades autour de table, c'est que nous, on n'est pas sur le sujet à proprement parler de la sécurité, donc je suis observateur de ce qui se passe dans la relation qu'on a, nous, avec des grands comptes qui sont les banques. Comme ça touche à la donnée et avec toutes les problématiques qu'on a connues ces derniers temps, quand on a vu le scandale Facebook et puis d'autres sujets de cette nature où tout d'un coup des données partent dans la nature. Donc aujourd'hui, il y a quand même des réglementations qui se ferment. Moi, j'ai envie de dire qu'en tant que prestataire travaillant avec des grands groupes, on a la chance, ou en tout cas c'est comme ça, d'être en permanence audité. Et on est nous on propose des innovations et elle est naturellement bornée par la sécurité et / la réglementation, puisqu'en fait la réglementation couvre plus que la sécurité, mais on va dire qu'on nous rappelle à chaque fois qu'on discute sur des projets ou qu'on avance sur des évolutions que tout ça est borné par ces fameuses nouvelles réglementations. La RGPD, alors, il y a des moments où ça devient un peu... c'est appliqué à la règle, donc ça devient des lourdeurs extrêmes. On nous fait signer des tas de documents. Bon, voilà, donc nous, prestataires, on signe, et puis à un moment donné, on verra ce qui se passe si jamais on est traîné sur les tribunaux. Je note toutefois qu'en tant que dirigeant, il faut que je fasse attention. Mais ça, c'est pas nouveau, et sur d'autres sujets historiquement. Bon. Mais clairement, ce qui est intéressant, si je parle de la verticale, de transactions et la sécurité, si je fais un petit zoom sur ces aspects-là, on va dire qu'aujourd'hui, 54% des transactions sont faites avec des cartes bancaires, et ça correspond à plus de 90% de la fraude. Donc évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement observé, et on sait que la fraude est principalement centrée sur tout ce qui est digital, online, et puis plus particulièrement sur le canal mobile, qui est un canal qui est en train d'exploser. Donc là, il y a des tas de sources de fraude. Nous
on n'est pas sur, comme Yes We Hack, sur du préventif offensif spécialisé. En revanche, on est plutôt là pour proposer des solutions de base aux banques. Si on regarde par exemple notre relevé de compte bancaire, il y a une enquête qui est sortie début d'été là, de Opinionway qui dit que plus de 52% des Français se sont plaints d'avoir des difficultés de lire correctement leur libellé sur les relevés de compte bancaire. Je pense que ça vous est tous arrivé en faisant vos comptes. Et là, basiquement, qu'est-ce qui se passe? Je ne reconnais pas un libellé en faisant mes comptes. Je m'interroge si c'est potentiellement une fraude, puisque je ne reconnais pas la dépense. Je vais appeler mon banquier qui ne sait pas de quoi il s'agit, puisque le libellé n'est pas explicite, etc., etc. Donc je décide ensuite de faire une ouverture de cas de fraude ou pas. Donc je peux ouvrir un cas de fraude, alors qu'en réalité, c'est un abonnement météo à un site qui est basé en Tchécoslovaquie, mais le libellé n'est pas explicite. Ou alors, je n'ouvre pas un cas de fraude par négligence, et là, je passe à côté d'une fraude réelle. Et donc, finalement, si je regarde, quand on va sur le site du ministère des Finances qui vous dit qu'est-ce que vous faites en cas de fraude sur votre transaction carte bancaire, la première chose qu'on vous invite à faire, c'est de consulter, de lire correctement votre relevé de compte bancaire. Donc on voit bien la problématique, c'est que finalement nos relevés de compte bancaire aujourd'hui sont probablement les mêmes, la même qualité qu'il y a 20-30 ans. C'est hallucinant de voir que l'horloge technologique s'est arrêtée sur un sujet aussi quotidien. On consulte tous les jours ou toutes les semaines nos comptes. On continue à avoir des libellés pourris, il n'y a pas d'autre terme, qui n'est pas explicité par le banquier parce qu'il ne le sait pas plus, etc., etc. Et c'est là où on voit que, c'est là où des sociétés comme les nôtres, mais il y en a d'autres qui peuvent, le big data, avant de parler d'intelligence artificielle qui est un peu une tarte à la crème, mais le big data permet d'éclairer ces sujets-là, non pas en allant récupérer les données de type DSP2, parce que type DSP2, je vous rappelle que c'est scraper ou apaiser les données qui existent sur le relevé de compte bancaire. La réalité, c'est que s'ils ne sont pas explicites en l'état, il faut aller chercher la donnée en amont chez le processeur. Et chez le processeur, les données qui permettent d'identifier le marchand, c'est une dizaine de valeurs, je ne vais pas vous les énumérer ici, c'est un peu technique, mais ça peut être la ville, le département, le nom supposé, le SIRET, etc. Et donc ces données-là, elles existent dans les banques, mais comme c'est un sujet qui n'est pas réglementé, le sujet est vraiment intéressé, à un fort niveau d'attention au niveau des banques, mais ils ont une roadmap d'évolution technique de type réglementaire qui passe forcément devant. Donc c'est un sujet qui est reculé et résultat, on procrastine sur ce point-là. Et quand je vois poindre les nouveaux arrivants de type Apple qui dit moi je sors une carte qui va permettre de géolocaliser systématiquement mon achat, ce qui est un indicateur clé de où est-ce que j'ai acheté, ça me donne déjà une information clé, qui va nettoyer également le nom de l'enseigne. Alors, encore une fois, on va probablement se retrouver dans une situation où des nouveaux entrants vont donner le là de ce qui est, à mon point de vue, le niveau minimum pour lutter sur les problèmes de sécurité qui sont qu'on propose aux porteurs de cartes déjà de reconnaître de quel commerçant il s'agit. Donc voilà, nous on n'est pas sur du hacking ou autre, mais on est vraiment sur permettre le porteur de carte d'identifier correctement son libellé de compte. Sur le sujet des nouveaux acteurs, on y reviendra un peu plus tard, effectivement. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit au niveau du big data. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les réflexions prospectives sur l'évolution du secteur, on identifie beaucoup de technologies qui seraient porteuses pour la sécurisation des services financiers, et notamment sur la partie paiement. À titre d'exemple, je peux citer le fait que intelligence artificielle et data sont mentionnés dans la stratégie du Comité national des paiements scripturaux pour 2019-2024, donc identifié clairement comme technologie porteuse en termes de scoring sur la lutte contre la fraude. Je me tourne vers vous, le spécialiste de la sécurité. Comment vous réagissez à ce type de réflexion? Est-ce que vous identifiez d'ores et déjà des réelles potentialités concrètes au-delà des promesses sur ce type de technologie, que ce soit le big data, l'intelligence artificielle ou encore la blockchain? Aujourd'hui, sécurité, ça veut dire aussi traçabilité. Donc ça, c'est déjà en quoi répond la blockchain. Donc on peut l'utiliser vraiment, il y a plein d'applications. Nous, chez YesWack, on l'utilise notamment pour préserver l'anonymat des lanceurs d'alerte. Donc, mais la traçabilité fait partie. Et après,
on va avoir, au niveau cybersécurité, en fait, on va avoir l'analyse comportementale. C'est typiquement, on va être capable de dire, vous avez l'habitude de vous connecter à telle heure, vous avez l'habitude de vous connecter avec telle IP, telle empreinte, entre guillemets numérique, et toute cette donnée-là va être analysée en temps réel et va permettre de détecter tout de suite un comportement anormal. Par exemple, si vous avez eu un vol de votre mot de passe et puis vous allez être alerté par votre banque, SMS, attention, comportement anormal, ou comme le disait tout à l'heure la personne à votre droite, la géolocalisation. Donc, typiquement, l'empreinte numérique, on peut déjà se dire si il y a eu une connexion dans un pays où au final on n'est jamais allé dans ce pays, on peut vraiment agréger tout un ensemble de données. Et imaginons si on sait que vous partez en vacances, en fait ils vont peut-être pas vous alerter. Donc à la fin, au final, et on le voit sur le cas Facebook avec Libra, donc cette blockchain Facebook, on va avoir une perte de souveraineté, mais ça c'est l'habitude avec ce genre d'acteurs, mais derrière ça peut engendrer vraiment des cas où on va rentrer encore plus dans la vie privée des utilisateurs, clairement. Donc au niveau de la cybersécurité, c'est vrai que ça peut que l'améliorer, mais après il faut faire attention aussi à sa vie privée, jusqu'où et comment ils vont être stockées ces données, puisque au final un acteur américain n'est pas, on va dire, est soumis à la RGPD, mais peut, on va dire, la CNIL a difficilement moyen d'aller contrôler ce qui se passe chez Google, par exemple. Donc il y a vraiment un besoin d'encadrement, notamment juridique, sur tous ces sujets-là, ce qui me permet de faire une bonne transition vers Monsieur Ardouin. Donc comment évoluent les réflexions des acteurs du monde juridique sur tout ce sujet réglementaire, que ce soit au niveau français ou européen, parce que ce sont des réglementations par essence transfrontalières. Juste pour le volet application du RGPD aux États-Unis, etc., bien évidemment que le contrôle ne s'applique pas sur la société américaine en tant que telle. Par contre, une société américaine qui preste un service sur le territoire européen est obligée de se conformer au RGPD. Ça, c'est un des apports du RGPD qu'on n'avait pas avec la directive de 95. Et si vous faites un transfert de données, ça c'est une autre question, c'est la question du transfert de données en dehors du territoire européen. Là, vous êtes obligé également de respecter certains standards qui vont vous permettre de montrer patte blanche aux autorités en disant voilà, le niveau de sécurité de mes données transférées aux États-Unis est équivalent à ce qu'on exige en Europe. D'accord ? Donc ça passe par le respect de ce qu'on appelle le Privacy Shield ou encore un accord entre États ou encore la mise en place de règles internes à certaines entreprises. Et donc comment est-ce que ça évolue au niveau européen ? Alors l'évolution au niveau européen, je pense qu'elle est vraiment en cours. Elle est pratiquement, je dirais, aboutie avec la directive Nice. Là où c'est assez révélateur, c'est sur toutes ces frictions qu'il peut y avoir entre, j'espère que je blesserai personne, mais un peu l'ancien monde et les nouvelles et les fintech. Puisque si j'ai bien compris, on a quelques sujets de friction sur la mise en place des standards de sécurité qui ralentiraient notamment l'expérience utilisateur, etc. Donc je pense qu'il y a du travail encore là-dessus au niveau européen qui justement a mis en place tout un tas de comités pour orienter ces différents standards techniques permettant la sécurité. Sur un plan pratique, il y a des choses vraiment à voir qui sont du fait de cette interconnexion de cette nouvelle génération avec l'ancienne génération, la mise en place de règles contractuelles, notamment dans les contrats de sous-traitance, où là, vous allez être obligé d'avoir un espèce de reporting dans vos contrats de sous-traitance auquel il faut faire très attention, puisque c'est également une source de responsabilité. Merci. Donc je rebondis également sur le sujet des acteurs de l'Internet, puisque vous avez tous les deux cité à la fois Apple et Facebook. Donc aujourd'hui, l'arrivée de ces acteurs sur le secteur des services financiers et en particulier le secteur des paiements pose de grosses interrogations en termes de sécurité. Je peux citer par exemple le Financial Stability Board qui a émis quelques craintes par rapport à la remise en cause des modèles existants et donc l'existence potentielle de vulnérabilité en lien avec l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Quelles
sont, selon vous, les risques qui sont portés par ces acteurs de l'Internet, que ce soit les acteurs nord-américains du type GAFA ou les acteurs asiatiques comme Alipay? En fait, eux, ils vendent leur business model, c'est la pub, les AdWords. Et à un moment donné, si vous êtes capable de dire jusqu'à l'action de paiement, c'est-à-dire, en fait, il a cliqué sur le bouton, mais est-ce qu'il a acheté? À un moment donné, Facebook n'a pas l'information. Donc là, s'il y a toute la chaîne, typiquement, là, ils vont pouvoir revaloriser en fait encore plus ce modèle de publicitaire. Donc du coup, augmenter les prix, créer de nouveaux services, des nouveaux usages. Donc ça c'est un petit peu le risque. Et on sait qu'aujourd'hui, les grosses marketplaces sont nord-américaines ou asiatiques. Hein. Donc du coup, ils ont une capacité à créer justement, à créer des nouveaux usages financiers, du marketing, etc., que n'aura peut-être pas certaines sociétés. Donc il y a un risque. Et au niveau de la cybersécurité, pareil, on centralise et après de toute façon on greffe. C'est un peu le nouveau modèle, hein, c'est ce qu'on disait, le nouveau modèle, c'est on va greffer plusieurs acteurs. Donc plusieurs acteurs. Typiquement, est-ce un cyberattaquant va attaquer Amazon alors qu'il peut aller attaquer un tout petit prestataire, une petite marketplace à côté, qui n'a pas du tout envie de faire de cybersécurité parce qu'elle considère que c'est un coût. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'attaques sur les prestataires, en fait, les satellites qui sont moins sécurisés. On l'a vu notamment sur Safran, c'est pas le domaine financier, mais il y a eu beaucoup d'affaires, on va dire, dans la cyberdéfense ces derniers mois. Et justement, les cibles ont été les petits satellites autour qui sont mal sécurisés et qui, justement, permet par rebond d'attaquer les plus gros, puis parfois rester très 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 longtemps au sein des plus gros. Est-ce que vous voulez réagir sur ce sujet? Alors c'est intéressant parce que je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Quand on parlait d'AdWords, tu faisais référence forcément au modèle de Google et il y a tous les acteurs qui sont de taille aujourd'hui à bousculer et révolutionner le marché, notamment arriver sur le continent européen, n'ont pas le même ADN. Que ce soit aux États-Unis, je pense peut-être un peu naïvement que Apple, historiquement, s'est forgé une réputation sur la confiance. On aime ou on n'aime pas, mais ils ont un système propriétaire et ils ne sont absolument pas basés sur la revente de la donnée à des tiers. Et ça fait une grande différence si vous le comparez à des Facebook et à des Google. Enfin, nier cette réalité, c'est quand même pas très fair vis-à-vis du postulat de base de Apple. Après, les Asiatiques, Alipay, ils sont en train de créer un écosystème, mais il ne faut pas non plus paniquer. Ils font ce qu'ont fait des Américains il y a une trentaine d'années, plus que ça maintenant, plusieurs décennies. Des Mastercard et des Visa sont arrivés un jour en Europe en disant maintenant on va vous proposer une solution qui va vous permettre de passer les frontières. Bon, les banques étaient prudentes à l'époque. Hein. Historiquement, ils ont créé des joint ventures. C'était Eurocard, Mastercard, c'était Visa Europe. On voit qu'aujourd'hui, tout ça a été récupéré par les Américains. Et ils ont aujourd'hui cette position dominante des transactions, sur l'univers de la transaction, au niveau global. Que les Chinois, aujourd'hui, avec la puissance de feu qu'ils ont et leur liberté d'action, parce qu'ils se développent sur un écosystème extrêmement libre et là, c'est le Far East sauvage, hein, le Wild Far East, où finalement on impose désormais le vendeur de poissons dans un petit marché à ne vendre exclusivement que par Alipay et de plus accepter de cash. Hein, c'est une décision, une belle démocratie chinoise. Donc ils ont un écosystème qui vont rendre plus global. Et effectivement, avec les flux de touristes, on voit qu'ils essayent. Ils sont en passe de rendre leur système également compatible avec les systèmes européens. Est-ce qu'il faut considérer ça comme une menace, ou en tout cas, c'est pas dans les conversations quotidiennes de nos clients, faut pas rêver, on est quand même sur du short terme dans la discussion, et ils sont tout juste, hein, on le voit d'ailleurs, le marché vient tout juste d'adopter, notamment en France, Apple Pay. Là, ce serait intéressant de commencer à discuter avec toutes les banques qui ont installé Apple Pay. Est-ce qu'ils en sont contents ou pas? Est-ce qu'il y a des résultats? Parce que ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Demain, est-ce que nous, on paiera tous avec nos smartphones avec Alipay? J'en sais rien. Est-ce que ce sera une menace de sécurité?
probablement supérieure à celle qu'on a avec les Américains. Et notamment, je le répète, je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. D'accord. Ronan, j'aimerais vous interroger sur le sujet de Libra, Facebook. Donc, on a vu ces derniers temps dans l'actualité pas mal de textes, d'opinion paper au niveau de la Commission européenne, également d'acteurs bancaires. Où ça en est d'un point de vue réglementaire sur toute cette partie Question piège. D'un point de vue réglementaire, j'en ai aucune idée. Ça en est nulle part à mon avis. Voilà, mais je vous avoue que je ne sais absolument pas où ça en est d'un point de vue réglementaire, ces avancées. Je pense que de ce que j'ai vu passer, c'est pas prêt d'aboutir, mais après, voilà. à suivre donc. Alors quand on pense également à la sécurité, on doit se focaliser aussi sur les usages qui vont découler des futures générations, notamment les millennials, puisque, comme le démontrent différentes études, les pratiques sont relativement différentes, notamment sur la gestion de ce qui est privé. Parce qu'on observe que ce sont des générations qui sont plutôt promptes à partager des éléments de vie privée, par exemple avec une utilisation assez forte des réseaux sociaux. Quels sont, d'après vous, Guillaume, les risques qui sont portés par ces futures générations et comment les accompagner pour assurer une évolution vers les nouveaux usages vraiment sécurisés? Il y a un point qui mérite d'être soulevé, c'est qu'au niveau assurance, aujourd'hui, le risque cyber est en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, on va avoir tendance à que les acteurs, que ce soit du B2C ou du B2B, donc que ce soit les entreprises ou les clients finaux, on va les sensibiliser au maximum et au final, à la fin, l'assureur va commencer à se désengager. Il va y avoir des petites lignes, donc ça sera vraiment à l'usager en question de faire très attention comment il va utiliser les futurs services. Puisqu'aujourd'hui, c'est un risque que les assureurs découvrent, surtout en Europe. Et on voit de plus en plus que les polices d'assurance sont en train d'évoluer parce qu'au final, aujourd'hui, vous avez 80% des entreprises qui ont subi une cyberattaque en 2019. Ça, c'est les chiffres du CESIN. Et du coup, ça passe obligatoirement par la sensibilisation. Et surtout, en fait, la cybersécurité, c'est un ensemble de gens qui vont coopérer et ça ne sera pas que des experts, mais ça sera un ensemble de personnes. Donc c'est un ensemble de collaborateurs, il nous faut des juristes, il faut que les collaborateurs soient sensibilisés parce que derrière, en fait, ça peut avoir un impact. Et ça passe par déjà comment on utilise son smartphone, où est-ce qu'on met la donnée. Je vais citer un exemple qui a fait le buzz cet été, prendre en photo sa carte bleue. Sur les réseaux sociaux. Je ne citerai pas la banque en question, mais apparemment ils ont lancé un concours cet été, et du coup, typiquement, je pense que c'est aussi à la banque d'éviter de faire ce genre de choses. Hein. Puis, c'est peut-être au niveau marketing c'est bien, mais en tout cas au niveau cybersécurité, au niveau sécurité tout court, prendre en photo sa carte bleue. Alors vous en avez même qui vont prendre en photo le derrière de la carte bleue. Parce qu'ils ont une carte bleue Pokémon qui est super jolie. Enfin, vous avez c'est assez rigolo, mais ça existe. Donc, en fait, c'est même vos enfants, il faut leur apprendre que le numérique, en fait, si c'est gratuit, si on arrive à un moment, cette donnée elle va servir à quelque chose. Et un cyberattaquant, en fait, c'est comme un chef d'entreprise. On voit de plus en plus d'attaques de masse non ciblées. Parce que du coup, à la fin, il a besoin d'avoir un ROI immédiat. Donc au final, même s'il a 1% sur 1 million de cibles, 1%, il peut récolter déjà plusieurs milliers d'euros. Et ça va très très vite. Et aujourd'hui, on voit que les assurances cyber, il y a de plus en plus d'acteurs qu'en prennent. Vous en avez même au niveau personnel. Vous avez AXA qui a lancé des assurances, on va dire, numériques pour les enfants et pour notre quotidien. Et du coup, derrière, ça va passer obligatoirement par une sensibilisation de vous. Et même votre banquier, à la fin, si vous n'avez pas fait activer la double authentification et fait attention à tout un tas de processus qu'il a mis en place pour vous protéger, en fait, il va pas vous rembourser à la fin, parce qu'il y a de plus en plus de fraude. Et en fait, aujourd'hui, on a laissé faire pendant des années tout et n'importe quoi, et aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens, et ça passe par le plus jeune âge. Merci, messieurs. Merci.